Le 29 mai 2015, à New York, ce tribunal fédéral américain prononce un verdict inhabituel pour une affaire de trafic de stupéfiants. Ce jeune entrepreneur est condamné à non pas une, mais 2 peines à perpétuité, sans libération conditionnelle. Ils ont essayé de l'enterrer vivant pour le reste de sa vie, pour quelque chose qu'il a fait quand il avait 26 ans. Les chefs d'inculpation sont tous non-violents. Et c'est incroyable. Une sentence accablante pour un jeune homme promis à un brillant avenir. Ross Ulbricht est un Texan d'1,90 m au sourire ultra bright et à l'enfance heureuse. Il était scout, il a grandi dans une banlieue aisée, a été à l'université. Il a reçu une très bonne éducation. C'est juste quelqu'un de gentil, un mec bien, ce qui semble incroyable maintenant. Mais il n'avait pas une once de méchanceté en lui. Mais il voulait devenir quelqu'un et faire quelque chose de sa vie. Si la condamnation est aussi sévère, c'est que Ross Ulbricht a créé seul devant son ordinateur le rêve ultime de tout trafiquant. Une plateforme de vente en ligne totalement anonyme. Un eBay de la drogue avec plus de 13 000 variétés de psychotropes, du cannabis à l'héroïne. Il y avait cet énorme marché anonyme de drogue que personne ne pouvait arrêter, où n'importe qui pouvait vendre et acheter tout ce qu'il voulait et le gouvernement ne pouvait rien y faire. De 2011 à 2013, Ross était l'ennemi public numéro 1. Toutes les agences fédérales du pays étaient à ses trousses. Car on estime alors que son site, Silk Road, a déjà généré plus de 180 millions de dollars en 2 ans d'existence. Je pense qu'il y avait l'appât du gain, mais surtout il avait envie de faire quelque chose de grandiose, qui changerait le monde. Il croyait au marché libre, aux libertés individuelles. C'est aux gens de choisir eux-mêmes. Était-il au courant à ce moment-là qu'il était sur la corde raide? De la banlieue d'Austin à la Silicon Valley, nous avons recueilli le témoignage de sa mère, de sa petite amie, mais aussi de son avocat et des journalistes qui ont couvert l'affaire. C'était une affaire éminemment théâtrale. On avait tout dans cette histoire. Drogue, scandale et secret. Et quelqu'un qui s'est fait beaucoup d'argent en faisant quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Grâce à des archives familiales inédites, ils reviennent sur les traces d'un jeune homme dont la vie a basculé entre culture geek, militantisme et criminalité. Loin, très loin des méandres du dark web, Ross est né le 27 mars 1984 à Austin. Une ville jeune et branchée au cœur du Texas. Austin est un des rares bastions démocrates de cet État conservateur du Sud américain. Un oasis bobo au cœur de la Bible Belt. 2 Amériques antagonistes s'y côtoient. Un mélange détonnant qui pèsera sur le destin de Ross. Austin est un lieu très particulier. C'est très progressiste. Mais en même temps, c'est quand même le Texas. C'est un mélange d'idées assez peu commun au milieu d'un État conservateur. Il y a cette ville progressiste, étudiante iconoclaste, très prisée pour la musique et les nouvelles technologies. C'est une ville bigarrée, un peu bizarre du coup. Ross grandit ici, dans la douceur de vivre d'une banlieue pavillonnaire pour classe moyenne supérieure. Une enfance heureuse, à l'abri du besoin. Dans cette jolie maison victorienne. Nous sommes à la fin des années 1980. Lynn, la maman de Ross, envisage alors sereinement l'avenir de son fils cadet.
Même bébé et enfant, il était très facile à vivre. Il était très doux, plein de compassion. Il faisait attention aux autres. Il était très tranquille. Ça a juste toujours été une personne très joyeuse. À Austin, Julia Vai a bien connu les Ulbricht. Elle sera plus tard, pendant 4 ans, la petite amie de Ross. Et cette famille intello, très unie, un peu bohème, l'a accueillie comme une des leurs. Ses parents sont des gens vraiment adorables. C'est une famille d'entrepreneurs qui a beaucoup travaillé. Son père est architecte et designer. Il dessine et construit des maisons. Il en a construit au Costa Rica. Ross a vraiment eu une enfance extraordinaire. Voici la Casa Bamboo. C'est la vraie maison de Robinson Crusoe ici. 3 chambres, un salon en bas et une cuisine. Les parents de Ross possèdent des terrains au Costa Rica. Ils y ont construit ces cabanes écolo qu'ils louent aux touristes. C'est ici que Kirk, Lynn Ulbricht et leurs 2 enfants se retrouvent chaque été. C'était notre maison au Costa Rica qui lui a donné le goût des sports en plein air, du surf. C'était au milieu de la jungle. Oui, il aimait être dehors, avec ses amis, partir camper, ce genre de choses. L'adolescence de Ross ne ressemble en rien à celle d'un futur criminel. Surf, football, basket. Il pratique assidûment tous les sports chers à la culture américaine. Pendant 10 ans, Ross fréquente également tous les week-ends la patrouille des scouts d'Austin. Il accède même à 17 ans à la récompense suprême, le grade d'Eagle Scout. Eagle Scout, c'est le niveau le plus élevé chez les scouts. Il faut être très débrouillard pour y arriver. Peu de gens restent assez longtemps chez les scouts pour l'obtenir. C'est vraiment l'emblème du bon travail et des parfaits gentils garçons. Ross, en grandissant, devient ce beau garçon d'1,90 m. Un physique de héros de série télé. C'est un personnage fascinant. Ce gamin avait un futur plein de promesses. Il réussissait tout ce qu'il faisait, dans sa vie et à l'école. Ross est un élève brillant qui obtient facilement une bourse d'études à la fac. Il a 22 ans quand il quitte le soleil de son Texas natal pour une des meilleures universités du pays, Penn State University. Un campus de 85 000 étudiants en Pennsylvanie, au nord des États-Unis. Cette fac austère sera un tournant dans la vie du jeune Texan. Premier de sa classe depuis le lycée en physique, Ross s'inscrit en master de sciences et génie des matériaux. Il se spécialise dans l'étude des cristaux. Avec un doctorat en ligne de mire. C'est ici, sur les bancs de Penn State, qu'il rencontre sa petite amie Julia. Elle étudie la photo et le coup de foudre est immédiat. Ross m'a offert un jour une bague. Il avait fabriqué lui-même un cristal en forme de diamant. C'était tellement mignon. Il avait collé le cristal sur une bague en argent. Ce n'était pas parfait, mais c'était chou et tellement génial d'utiliser la science comme de l'art. C'était un chouette cadeau. Pendant 2 ans, Ross planche sur sa thèse en sciences des matériaux. Mais sur son temps libre, le jeune homme nourrit une passion de plus en plus affirmée pour une autre discipline, la politique américaine. Je pense que c'est très commun, surtout quand on est jeune, de chercher de nouvelles idées politiques. C'est souvent le cas à la fac. Vous lisez de nouvelles choses et vous vous convertissez à ces idées. Et vous voulez les explorer et les partager avec des gens de votre âge qui ont les mêmes intérêts. Pour Ross, la politique est bien plus qu'une simple lubie.
Dans sa chambre d'étudiant, au fil de ses lectures, il se construit des idées de plus en plus radicales. Il trouve sa voie quand il découvre les œuvres de Ludwig von Mises, un économiste autrichien, théoricien d'un courant particulièrement influent aux États-Unis, le libertarisme. Une pensée politique qui emprunte un peu aux anarchistes et beaucoup aux ultracapitalistes. Pour les libertariens, le gouvernement entrave les libertés individuelles et l'État est leur ennemi numéro un. Pour lui, le gouvernement ne doit pas se mêler de nos vies. Mais Ross était d'un courant libertarien assez intéressant. La plupart des libertariens aux USA sont plutôt portés sur les armes et la bière. Alors que Ross vient d'une famille plutôt hippie, des années 60. Il était passionné par cette idée d'une plus grande liberté, plutôt comme l'étaient les hippies. Au cours de l'année 2009, Ross commence à exprimer publiquement ses idées peu conventionnelles. Lui et moi, on était très différents. Moi, je suis démocrate. Pour moi, le gouvernement doit prendre en charge la sécurité sociale, par exemple. Pour lui, elle ne doit même pas exister. Pour moi, ces idées étaient folles, mais assez originales. Contre toute attente, Ross plaque subitement ses études de physique et quitte la fac. Il veut maintenant se consacrer tout entier à son projet politique. À ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais mon mari et moi, on est des entrepreneurs. Et je sais qu'il se sentait à l'étroit à l'université. Il avait toutes ces nouvelles idées en tête. Il m'a dit, la physique, ce n'est plus assez intéressant, assez passionnant pour moi. À cette époque, il fréquente souvent Donnie Palmertree, un ancien étudiant de Pennsylvanie devenu un de ses très bons amis. On a grandi à l'université, on a grandi tous les deux, et lui tout particulièrement. Ross a réalisé qu'il ne voulait pas devenir un professeur de physique et bosser dans un bureau jusqu'à 65 ans pour ensuite prendre sa retraite. À 24 ans, Ross, le jeune scout serviable et poli, s'est métamorphosé en un militant libertarien idéaliste et passionné. Il rentre à Austin avec une idée en tête, changer le monde. Ross traîne alors dans les milieux alternatifs de sa ville natale et se rapproche de groupes anarchistes et antigouvernementaux. Il cherchait ce qu'il voulait faire exactement. Je sais qu'il voulait faire quelque chose de grand. Ross voulait devenir quelqu'un. Pas dans un sens négatif. Juste, il voulait faire quelque chose pour changer le monde. Mais c'était aussi un entrepreneur qui voulait faire de l'argent. C'est là tout le paradoxe de Ross Ulbricht. Pour lui, l'activisme politique passe d'abord par la réussite financière. Comme s'il voulait devenir Che Guevara et Steve Jobs en même temps. Tout à ses rêves de grandeur, en janvier 2010, il s'installe dans ce petit appartement à Austin. En couple depuis 2 ans avec lui, Julia Vai emménage bientôt à ses côtés. Ils se disputent beaucoup, mais le jeune homme est éperdument amoureux. Pendant plusieurs mois, Ross enchaîne les petits boulots. Il voulait créer un jeu vidéo. Il a eu un investisseur pour ça, mais ça n'a finalement pas marché. Puis il a essayé de faire du trading en ligne pendant un temps. Et il a vendu des assurances pendant 2-3 mois. Il a fait aussi un peu de montage vidéo. En bref, il ne savait pas vraiment ce qu'il voulait faire. Ces échecs le minent. Ross ne supporte pas cette période de creux. Lui qui était si sûr d'être promis à un grand destin. C'est à cette période qu'il commence la rédaction d'un journal intime auquel il confie « Je me sens extrêmement découragé. Je suis là, les mains vides. Ma société d'investissement n'a pas marché. Mon jeu vidéo n'a pas marché non plus.
J'en ai pas mal bavé cette année au niveau personnel. Et je me suis renfermé parce que j'ai honte d'en être là dans ma vie. J'ai abandonné ma carrière prometteuse de physicien pour faire du business et devenir un entrepreneur. Et je me retrouve sans rien. C'est quelqu'un qui semblait idéaliste, très idéaliste, peut-être même très arrogant. Donc Ross a essayé un boulot, ça n'a pas marché. Puis un deuxième, ça n'a pas marché. Et du coup, c'est toute sa fierté qui est en jeu. Ça peut être un moment fatidique dans une vie. C'est alors que son ami Donny Palmer-Tree lui propose de travailler à ses côtés. Donny a créé Good Wagon, une start-up qui récupère de vieux livres usagés pour les revendre en ligne. Ross est chargé de la création du site internet. Ross n'avait jamais créé de site internet. Il ne savait pas comment faire. Et pourtant, il l'a fait. Il a trouvé comment faire. C'est pour ça qu'on s'entendait si bien. On savait se débrouiller. Si on devait faire quelque chose, on le faisait. C'est ça qui était génial avec Ross. Il n'avait peur de rien. Début janvier 2011, Donny doit se rendre à Dallas pour affaires. Il laisse Ross seul aux commandes. Il a pour mission de boucler l'inventaire de 50 000 livres d'occasion entreposés dans ce hangar. Une tâche importante. Pourtant, dès qu'il a un moment, Ross s'installe à son ordinateur et travaille solitaire plusieurs dizaines d'heures par jour, délaissant peu à peu le business de son ami Donny. En janvier, il m'a appelé un soir et il m'a dit « Donny, je suis désolé, je n'ai pas passé assez de temps à l'entrepôt. » Il n'était pas très précis, mais il m'a juste dit « J'ai eu une grosse idée. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup avancé sur les livres. » Cette grande idée, c'est l'épiphanie que Ross attendait depuis son départ de la fac. L'idée révolutionnaire qui doit changer sa vie. Ce jour-là, il écrit dans son journal intime « Mon idée est de créer un site web où tout le monde pourrait acheter tout ce qu'il voudrait, de manière anonyme, sans qu'aucune trace de vente ne soit possible. J'étudie les technologies qui le permettront, mais j'ai besoin d'un business model et d'une stratégie. » Un site internet qui permet de tout acheter, à l'abri des regards. Une plateforme de vente en ligne pour contourner des lois qu'il juge illégitimes. Il croyait fondamentalement au fait que le gouvernement n'a pas le droit d'interdire aux gens d'acheter des drogues ou de les utiliser. Que ce n'est pas du tout du ressort gouvernemental. Du coup, s'il pouvait trouver un moyen de permettre aux gens de faire ça, sans que le gouvernement ne puisse les en empêcher, ce serait un progrès pour la société. Il croyait dur comme fer que les gens ont le droit de consommer ce qu'ils veulent. Si les gens veulent fumer de l'herbe, ils devraient selon lui avoir le droit de le faire. Donc c'était ça son idée pour le site. Dans tout bon business, le choix du nom est capital. J'ai pensé appeler le site web « Les Agents de l'Ombre » et je crois qu'il s'appellera « La Route de la Soie ». Le nom est un emprunt direct aux routes marchandes apparues entre l'Europe et l'Asie il y a 2000 ans. Un circuit qui a transformé en profondeur les relations commerciales dans le monde. La référence est à l'image de Ross, terriblement ambitieuse. À ce moment, Julia est la seule personne à qui Ross se confie. Je me souviens qu'il me montrait des petits logos, en me demandant quel logo tu préfères. C'était juste une idée de business. Juste encore une autre idée de Ross. Silk Road ne sera pas une idée comme les autres. Mais il reste encore à relever un défi de taille. Comment rester anonyme sur le web ? Si vous allez acheter quelque chose sur Amazon, il y a deux moyens pour qu'on puisse connaître votre identité. Vous êtes allé sur un site internet, donc vous avez utilisé l'adresse IP de votre ordinateur. Et celle-ci est reliée à votre nom. Donc, on sait que vous êtes allé sur Amazon.com et que vous voulez acheter une paire de chaussettes. Et comment vous allez payer ces chaussettes ?
Vous devez entrer en ligne vos données de carte bancaire. Et ce système de paiement est visible par les gouvernements. Pour que Silk Road fonctionne, Ross doit résoudre ces deux contraintes technologiques que sont les adresses IP et les paiements en ligne. Silk Road va s'attaquer à ces deux choses. Première chose, vous ne pourrez vous connecter sur Silk Road qu'avec Tor, un réseau très performant pour cacher vos adresses IP sur Internet. En utilisant Tor, vous ne pouvez pas être localisé. Cela change l'origine de votre connexion Internet. Par exemple, Tor indiquera que je suis connecté depuis l'Allemagne, la France ou la République tchèque, alors que je suis en fait à San Francisco, aux États-Unis. Depuis 2009, Tor peut être téléchargé gratuitement. Utilisé tout autant par des défenseurs des droits de l'homme que par des organisations criminelles, ce navigateur, symbolisé par un oignon, permet de tromper la surveillance en changeant d'adresse IP, de coordonnées géographiques en quelque sorte. Et qu'en est-il des paiements? Eh bien, vous ne pourrez payer qu'en Bitcoin, ce qui à cette époque est une nouvelle monnaie digitale qui permet d'être anonyme. Le Bitcoin est une monnaie virtuelle qui préserve l'anonymat des transactions. Le jeune Texan s'y intéresse de près depuis quelques mois déjà. Ce qui est important avec les bitcoins, c'est qu'il n'y a aucune autorité centrale ou aucune entreprise qui peut contrôler les paiements ou collecter les informations des gens qui payent. Tout le monde peut l'utiliser. Vous n'avez pas à communiquer vos données personnelles. Donc ça permet des échanges monétaires anonymes dans le monde entier. Des paiements anonymes en Bitcoin et le camouflage des adresses IP grâce à Tor. Les bases sont là. Le 15 janvier 2011, le site Silk Road est opérationnel. Il m'a montré toutes les technologies qu'il allait utiliser. Mais à ce moment-là, il n'y avait rien sur le site. Donc je me suis juste dit, cool. Je ne savais évidemment pas ce que cela allait devenir. C'est alors que Ross, ce jeune homme brillant de 27 ans, à qui la vie a toujours souri, va prendre la décision réfléchie de transgresser la loi. Il a franchi la ligne. Bien sûr, beaucoup de gens franchissent la ligne, mais celle qu'il va franchir va se révéler être très dangereuse. Ross a un plan en tête. Il a demandé à un ami de lui prêter à la périphérie d'Austin cette petite maison de campagne inoccupée. Pendant 3 semaines, l'ex-physicien s'isole, à l'abri des regards, pour faire pousser des champignons hallucinogènes. Il a fait pousser des champignons hallucinogènes, et il les a vendus sur le site. Donc il a essayé de se lancer comme ça, en dealant lui-même sur son propre site. Ross est extrêmement déterminé à faire de Silk Road un immense succès. Il vend en quelques jours 5 kilos de ses champignons sur le site. C'est à ce moment-là que Nicolas Christin, chercheur et spécialiste en sécurité informatique, découvre Silk Road. Il commence rapidement une étude pour l'université américaine Carnegie Mellon en Pennsylvanie. C'était vraiment en fait un test en grandeur nature pour montrer que oui, il était possible d'utiliser des bitcoins pour payer, il était possible d'obtenir la livraison que l'on avait commandée, et en fait les premiers commentaires que l'on a vus c'était « Wow, je crois pas, ça marche, c'est génial ». En effet, sur certains forums spécialisés, on ne parle plus que de ça. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé Silk Road? Ouais, c'est de la balle. J'ai utilisé Silk Road plusieurs fois, notamment pour les champis, et je le recommande. Beaucoup de consommateurs se saisissent en quelques semaines de ce nouveau eBay 100% anonyme.
Les dealers aussi sont de plus en plus nombreux à proposer un répertoire de drogue de plus en plus varié. Il y avait tout type de drogues psychédéliques, de l'héroïne, de la cocaïne, un peu de marijuana, et tout ça passait tout simplement par les services postaux américains. La clé du succès, la livraison à domicile. Les expéditions passent le plus souvent par les services postaux. Pour se faire livrer de la drogue, plus besoin de faux noms ou de fausses adresses. Rien de plus simple. Les acheteurs sont même protégés par une loi américaine. Il y a une chose aux États-Unis qui est assez intéressante, qui est que si vous vous faites livrer quoi que ce soit chez vous, à partir du moment où vous ne signez pas, vous pouvez toujours dire « c'est pas moi qui l'ai commandé, quelqu'un m'a envoyé ça ». Et donc vous avez, si vous voulez, un déni qui est possible au cas où vous faites pincer en récupérant des produits illicites par la poste. Sur toutes ces ventes, Ross touche une confortable commission de 7% à chaque transaction. Le succès de Silk Road va s'accélérer quand, le 1er juin 2011, il fait l'objet d'un article en ligne dans un journal très lu aux États-Unis, Gawker. Le résultat a été que le nombre d'utilisateurs a fortement augmenté. Il a dû être multiplié par 10. On a vu un pic énorme de connexions à ce moment-là. Sur Silk Road, les ventes se chiffrent désormais en milliers de dollars. Près d'1 million de comptes sont créés en quelques jours. Le succès est si fulgurant que quelques jours après la parution de l'article sur Gawker, un sénateur, le démocrate Charles Schumer, réclame la fermeture du site aux agences fédérales. C'était tellement une énorme provocation contre les autorités qu'il fallait qu'ils fassent tout pour le fermer. Au Sénat, vous avez quelqu'un qui parle de ce site comme une menace pour notre jeunesse. On n'a pas réalisé à ce moment-là que cela a mis en route une machine de destruction du site. Ce n'était pas que des mots. Une fois que ceci a été dit au Sénat, le FBI a commencé à y prêter attention. Tout le monde a commencé à y prêter attention, et Ross est devenu un homme à abattre à ce moment-là. Depuis son petit appartement d'Austin, Ross, ce doux rêveur seul devant son ordinateur, est devenu en moins de 6 mois l'ennemi public numéro 1 aux États-Unis. Le gouvernement américain, mon plus grand ennemi, est au courant de mon existence. Certains de ses membres appellent à ma destruction. C'est l'organisation la plus coercitive du monde. Je me sens abattu, je me sens vulnérable. Et j'ai peur. Tandis que Ross vacille, à Washington, la chasse à l'homme s'organise. Les plus grosses agences de police et de sécurité fédérale du pays vont commencer à travailler ensemble. L'opération Silk Road rassemble le FBI et les services secrets, mais aussi les douanes, la protection des frontières et le département de lutte contre le trafic de drogue. Au total, une trentaine d'agents fédéraux sont détachés pour retrouver la personne qui se joue depuis des mois de leur autorité. C'était une grosse opération. Parce qu'ils voulaient vraiment capturer la personne qui était derrière Silk Road. Au même moment, Ross est attaqué sur un autre front. Il a du mal à maintenir la sécurité informatique de son site. Un hacker a trouvé des failles dans mon système. Il m'a dit que c'était de la merde d'amateur, mais je le savais déjà. Depuis le début, le Texan gère seul son site. Il utilise un logiciel de débutant pour coder et recoder sa plateforme en permanence. Le site était assez mal sécurisé. Ross n'était pas très bon en code. Il a juste essayé de résoudre les problèmes les uns après les autres. On voit dans son journal intime qu'il essaie de réparer ça au fur et à mesure. On voit qu'il va juste de crise en crise. Ross y passe des journées entières.
Silk Road devient rapidement le centre de sa vie. Entre les réponses aux messages sur le site, les ventes et les heures passées à coder pour résoudre les failles de sécurité, il ne me reste pas beaucoup de temps pour ma petite amie. Il se comportait bizarrement, de plus en plus bizarrement. Sa personnalité a changé au fil du temps. Je pense que c'était dû au stress. Après un certain temps, quand vous avez autant de stress, ça empoisonne votre corps. Ça change votre mentalité. À la fin de l'année 2011, Julia et Ross se séparent définitivement. Pendant longtemps, je me suis dit que Ross était l'homme de ma vie, l'homme le plus cool, tellement drôle, beau, intelligent. Il était tout ce que je voulais. Et je lui disais, « Pourquoi tu ne veux pas tout ça ?» J'ai été prise en photo en robe de mariée et je trouvais ça super romantique. Il m'a juste envoyé balader. Je me suis mise à pleurer et je lui ai dit, « Mais pourquoi tu n'en as pas envie ?» Il m'a répondu, « J'ai des choses plus importantes à faire. » Désormais, plus rien ne retient Ross à Austin. Il va tenter sa chance plus à l'ouest. Au début de l'année 2012, il s'installe à San Francisco, la ville de la ruée vers l'or et de tous les possibles sur la côte ouest américaine. Toutes les plus grandes entreprises du web sont nées ici. Une multitude de startups y entretiennent le mythe du self-made man. Je pense que dans le monde des nouvelles technologies, il y a ce mythe du succès, où un jeune homme brillant a une bonne idée, a les bons outils pour la créer, il la réalise, et 5 ans plus tard, il est le roi du monde. Il est venu en Californie parce qu'il voulait faire beaucoup d'argent. Dans son journal, on le voit, il voulait tout simplement être le prochain Steve Jobs. Semblant parfois oublier que son business est totalement illégal, Ross s'imagine en tycoon de la Silicon Valley. Son site fait alors près de 100 millions de dollars de ventes par an. Un mois après son arrivée, Ross enregistre cette vidéo avec un ami qui ne connaît pas la véritable nature du business de Ross. Ce qui est fou avec San Francisco, c'est que je me sens déjà chez moi. Tu avais raison, c'est ici qu'il fallait que je sois. Ross vit ici, dans le quartier de Glen Park, un havre de paix en plein centre de San Francisco. Un endroit tranquille où il adopte un profil bas. Il vivait simplement. Il n'avait pas besoin de beaucoup d'argent. Il n'a jamais aimé l'argent ou les choses matérielles. Il vivait avec des colocs. Il n'avait pas son propre appartement. Il avait une petite chambre avec d'autres gamins. Depuis sa chambre, il continue à administrer Silk Road sans jamais rien dire à ses colocataires. Sur le site, tout le monde sait qu'une personne assure le bon fonctionnement sans pouvoir dire exactement de qui il s'agit. Les vendeurs et les acheteurs sont en lien avec un certain admin pour administrateur. Mais Ross semble chercher de la reconnaissance. Il va trouver une manière d'exister et d'être admiré par ses disciples, les utilisateurs du site. Il y a une fois où on a pu voir sur le forum un vendeur qui disait à Ross « Tu as besoin d'un nom qui ne soit pas seulement admin, un nom que tu pourras remettre à d'autres modérateurs. » J'ai besoin d'un nom. Roulement de tambour. Mon nom est Dread Pirate Roberts. Dread Pirate Roberts, ou DPR. Ross a tiré ce surnom d'un film de 1987, The Princess Bride. Car le héros, un gentil pirate, est un personnage culte de la culture geek. Ce qui est intéressant, c'est que ce pirate dans le film fait des choses terribles. Il tue des gens, il les kidnappe,
Mais il est tellement cool. En fait, on est de son côté. Et tout le côté « je suis un méchant pirate » est pardonné par ses bonnes intentions. Un choix astucieux qui se prête parfaitement au fantasme de Ross. Dès le début, c'était un projet idéologique. Un vrai culte de la personnalité a grandi autour de lui. Il parlait beaucoup de la grande mission du site. Il était grandiloquent. Mais une fois son ordinateur éteint, Ross ne s'habitue pas tout à fait à cette vie dans l'ombre, à cette célébrité virtuelle dont il ne peut jamais se vanter. Le 29 décembre 2012, au retour d'un rendez-vous avec une fille, il écrit « Ce soir, je suis sorti dîner avec Jessica et je me suis senti obligé de lui révéler des choses sur moi. C'était horrible. Je lui ai dit que j'avais des secrets. Je suis vraiment trop bête. J'ai toujours cru que l'honnêteté était la meilleure des qualités, mais maintenant je ne sais pas quoi faire. » Il devient évident que Ross ne peut plus tenir tout seul, mais il a du mal à trouver des employés de confiance. Le jeune Texan ne dort plus et devient paranoïaque. Épuisé, il se confie encore à un ami tout en restant assez mystérieux sur son travail. Je pense, j'espère qu'il y a des bons côtés dans cette expérience. Pousser les limites du travail, toujours plus loin. Pour moi, le travail est devenu plus important que quoi que ce soit. Avec le succès du site, les arnaques se multiplient. Début 2013, plus de 300 000 $ y transitent tous les jours. Les pirates sont aux aguets et des vendeurs indélicats ne payent plus les commissions. Ross a reçu beaucoup de menaces de mort, beaucoup de chantage. Des hackers pirataient son site et réclamaient de l'argent. Il a payé des rançons et a perdu beaucoup d'argent comme ça. 4 février 2013. J'ai reçu une menace de mort aujourd'hui, de la part d'un certain Death from Above. 5 février 2013. Les attaques continuent. Vous ne connaissez pas ces gens. Ils sont très énervés. Ils sont quelque part sur Internet. À quel point sont-ils une menace pour vous? Encore une fois, vous ne savez rien d'eux. Donc oui, à sa place, tout le monde aurait du mal à dormir. Il ne peut pas parler à ses amis. Il ne peut vraiment pas parler avec ses vrais amis de ce qu'il se passe. Il ne parle qu'à des gens anonymes, des étrrechanges sur Internet. On peut imaginer l'état d'esprit de Ross à ce moment. Ce n'est pas une manière normale pour quelqu'un de vivre. Peu à peu, il se voit comme un chef de gang. Depuis sa petite chambre à San Francisco, Ross se méfie de tout le monde. Mais un utilisateur parvient peu à peu à gagner sa confiance. Un certain Nob, avec qui il passe beaucoup de temps à discuter en ligne. L'homme se présente comme un gros bonnet de la mafia mexicaine. Ross est inquiet. Il soupçonne un vendeur de lui avoir volé des bitcoins en douce. Il demande de l'aide à Nob. Tu veux qu'on envoie quelqu'un pour lui faire peur? Pour le tabasser ou pour le tuer? Je voudrais payer quelqu'un pour le tabasser, pour qu'il rende les bitcoins qu'il a volés. Puis quelques jours plus tard, Ross change d'avis et contacte Nob. Est-ce que tu peux changer l'ordre de mission? Il faut le tuer au lieu de le torturer. Le meurtre ne sera jamais commis, car sans le savoir, Ross vient de commanditer un meurtre, non pas à un mafieux, mais à un agent infiltré de la DEA, l'Agence fédérale de lutte contre le trafic de drogue. Nob est un des nombreux agents qui ont infiltré Silk Road depuis des mois pour tenter de coincer le jeune homme.
En étant dans ce monde virtuel, où il n'interagissait qu'avec des écrans, qu'avec des avatars en ligne, il s'est détaché de son humanité. Il est devenu insensible. On le voit sur son journal. On peut voir son évolution pour atteindre finalement ce moment où il est carrément capable de commanditer un meurtre. Il a considéré que la réussite de son projet était plus importante que la vie de quelqu'un. Il me fait penser à tous ces révolutionnaires qui arrivent au point de pouvoir tuer des gens pour leurs idées. Il est devenu un dictateur dans ce monde qu'il avait inventé pour se débarrasser des dictateurs et des autorités. Ross a commis une erreur fatale. Il vient de franchir la ligne rouge. Mais pour l'instant, rien ne le relie à son avatar, le terrible Dread Pirate Roberts. À ce moment-là, il y avait déjà 10 agences qui bossaient sur l'opération Silk Road. Ils bossaient dessus depuis 2 ans. Et c'était embarrassant parce qu'ils ne progressaient pas. Ils n'avaient aucune idée de qui était le Dread Pirate Roberts. C'est une des plus petites agences en charge de l'enquête, l'IRS, la police fiscale américaine, qui va faire la plus grosse avancée au cours de l'été 2013. Un agent a trouvé l'adresse email de Ross, juste avec Google. À l'époque, cela n'a pas été lié à l'enquête. Mais toutefois, il semble que la première fois que le nom de Ross est sorti, cela ne venait pas d'une opération très sophistiquée. Il s'agissait juste d'une recherche Google. Deux ans plus tôt, au lancement de Silk Road, Ross avait fait la promotion de son site sur certains forums. Il avait ensuite effacé ses messages. Mais il a fait une petite erreur. En épluchant minutieusement des milliers de pages web, les agents fédéraux tombent sur un message lié à Silk Road signé d'une adresse email rossulbricht@gmail.com. Il y a 200 choses qui auraient pu le trahir. Il en a pensé à 199, mais il n'a pas pensé à celle-là, et c'est comme ça qu'ils vont le coincer. Commence alors une deuxième phase d'enquête qui passe par les réseaux sociaux. Les agents de l'IRS analysent simplement les profils publics LinkedIn et Facebook de Ross, devenu le principal suspect. Un suspect qui partage les mêmes opinions libertariennes que le terrible pirate de Silk Road. Ross Ulbricht. Ça matche très bien avec le profil de Dread Pirate Roberts que l'on voit dans ses écrits. Ce qu'ils avaient pour eux, c'est qu'ils avaient un nom, ils avaient le nom de Ross Ulbricht, ils avaient une adresse email, ils avaient de très fortes suspicions que cette personne était DPR, mais pour pouvoir le prouver, si vous voulez, avec le moins de doute possible, il fallait montrer vraiment qu'il y ait une corrélation entre le moment où Ross Ulbricht se connectait et le moment où DPR apparaissait. Pour cela, à San Francisco, en septembre 2013, une surveillance physique autour de Ross s'organise. Au total, une dizaine d'agents fédéraux quadrillent quotidiennement le quartier tranquille de Glen Park. Ils suivent les allées et venues du jeune entrepreneur, observent ses habitudes. Le 1er octobre 2013, les fédéraux suivent à la trace le Texan. Comme à son habitude, Ross sort de chez lui à la recherche d'une connexion Internet et d'un endroit au calme pour travailler. Il était parti s'installer dans une bibliothèque publique pour utiliser Internet. Il savait que Ross allait là-bas pour se connecter sans pouvoir être géolocalisé. Ross s'installe au 2e étage avec son ordinateur, au rayon science-fiction de la bibliothèque.
Il est 15h14 quand le Dread Pirate Roberts se connecte au site Silk Road. Ross était en ligne en train de chatter en tant que DPR sur son ordinateur et il a la page admin ouverte. Il parlait à des utilisateurs. 2 agents du FBI arrivent derrière lui. C'est un homme et une femme qui font semblant de se battre derrière lui. Et là, Ross tourne la tête. Et au moment où il tourne la tête, un des agents lui prend l'ordinateur des mains. Ils gardent l'ordinateur ouvert parce que s'il s'éteint, il serait inutilisable. Donc ils le maintiennent en activité pour que le mot de passe ne se mette pas en place. Et c'est comme cela qu'ils ont toutes les preuves. Les enquêteurs ont réussi à empêcher Ross d'effacer toute trace compromettante au moment de son arrestation. À ce moment-là, sur son ordinateur, il est non seulement en train de parler en tant que DPR sur un chat, mais il a aussi le site ouvert sur la page administrateur. Et puis, il y a son journal intime et tous les comptes du site, tous les messages aux vendeurs. À 29 ans, le 1er octobre 2013, Ross est arrêté et mis en examen pour trafic de drogue, piratage informatique et blanchiment d'argent. Sur son ordinateur sont retrouvés 144 000 bitcoins, soit près de 86 millions de dollars à l'époque. J'ai une amie qui m'a appelée. Une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps, et je me demandais pourquoi elle m'appelait. Elle me dit « Julia, tape Ross Ulbricht sur Internet. » Et là, j'ai vu qu'il avait été arrêté. Et le téléphone m'est tombé des mains. Je suis tombée dans les pommes. À ce moment-là, je savais que sa vie était terminée. Depuis, ma vie n'a plus jamais été pareille. On était désespérés. On ne savait pas quoi faire, on recevait des conseils. C'était tellement dur. Ross n'a pas pu appeler tout de suite. Tout cela était tout simplement un véritable cauchemar. Ross est transféré à New York, placé en détention provisoire au 150 Park Row, la prison fédérale. Sa demande de remise sous caution est refusée. Un an et demi plus tard, le 13 janvier 2015, un des plus importants procès en cybercriminalité s'ouvre à la Cour fédérale au sud de Manhattan. Habitué à défendre des clients difficiles, comme un des complices des terroristes du 11 septembre, Joshua Drattel est l'avocat principal de Ross. C'est le premier procès de l'ère digitale qui mélangeait des preuves numériques. Le navigateur Tor et l'aspect anonyme du site, mais aussi les bitcoins. C'est le premier procès avec des bitcoins. Donc vous mélangez tout ça et vous avez vraiment une affaire très particulière. Le 13 janvier 2013, sous une pluie battante new-yorkaise, les caméras du monde entier sont braquées sur le procès du créateur de la plus grosse plateforme de vente en ligne, du Dark Web. Silk Road attire beaucoup de libertariens, anarchistes et activistes qui croyaient vraiment ce que faisait Silk Road. Donc il y avait un mélange étrange entre des activistes hippies et pro-bitcoins et des agents fédéraux et beaucoup de journalistes. Donc la salle d'audience est un mélange de plein de gens différents. Ross plaide non coupable aux 7 chefs d'inculpation.
Jurez-vous de dire toute la vérité. Posez la main sur la Bible. Premier coup de théâtre, le jeune homme reconnaît être le fondateur du site Silk Road. Notre défense, c'était qu'il avait bien créé le site, mais que très tôt, avant que ça devienne ce que c'est devenu, puis qu'il s'en est désintéressé, et qu'il y a eu ensuite plusieurs autres Dread Pirate Roberts différents, d'autres personnes qui ont pris la suite dans l'histoire du site. J'ai appris au procès qu'il avait créé le site, mais je sais aussi qu'il s'en est débarrassé, parce qu'il n'avait pas un esprit criminel. Il n'a pas cette ambition. La défense de Ross repose sur les témoignages de ses proches, sur son apparence, son histoire. Comment ce gentil garçon aurait-il pu devenir un baron de la drogue? Au procès, Ross s'était vraiment mis dans la peau d'un jeune homme de bonne famille. Il n'avait rien de son côté hippie et sauvage qu'il avait pendant ses années Silk Road. C'était pour convaincre le jury qu'il était ce gentil boy scout qui ne cadrait pas avec le terrible pirate. Il était calme, doux et poli avec la juge. Il passait son temps à se retourner pour soutenir sa famille. Il était là, vous voyez, à essayer de nous réconforter. Et ça, c'est tellement lui. Et cette image de lui comme ça me hante. C'est la juge fédérale Catherine Forrest qui préside les débats. La juge a dit, en effet, vous ne ressemblez pas à un criminel normal. Mais ce n'est pas mieux. En fait, c'est pire. Le fait que vous veniez d'une bonne famille, d'un bon milieu, ça ne fait pas quelqu'un de mieux que le petit dealer du quartier du Bronx, que j'ai condamné la semaine dernière, que j'ai jugé la semaine dernière. Vous êtes pareil. En fait, ce que vous avez fait est pire, parce que vous auriez pu avoir une vie extraordinaire. Le 4 février 2015, Ross Ulbricht est reconnu coupable des 7 chefs d'accusation, à l'unanimité du jury. Trois mois plus tard, à la Cour fédérale de New York, la sentence tombe. À 32 ans, il est condamné à 2 peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération. Une sentence pour l'exemple. Il s'est évidemment effondré au moment de la sentence. Je ne sais pas si c'est parce qu'il allait en prison pour le reste de sa vie ou si c'est parce qu'il avait des remords. Il a pleuré, il s'est excusé, il a réalisé ce qu'il avait fait, que ce n'était pas seulement une petite expérience libertarienne. Ça m'a littéralement brisé le cœur. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvée à l'hôpital. Je n'ai pas de problème de cœur, mais j'ai failli mourir. Ils m'ont dit c'est le syndrome du cœur brisé. Depuis ce mois de mai 2015, Ross Ulbricht est incarcéré au Metropolitan Detention Center du sud de Manhattan. C'est un centre de détention vraiment difficile. C'est surpeuplé. Il n'y a pas assez de personnel. C'est très tendu. La prise en charge médicale n'est pas très bonne. Et surtout, il n'y a pas de bonne prise en charge psychologique. Au début de l'année 2016, Maître Drattel a fait appel du jugement. Bien sûr, la fermeture de Silk Road n'a pas tari le business. Les sites de vente en ligne de drogue sont maintenant 4 fois plus nombreux. Quant à Ross Ulbricht, s'il n'a pas réellement changé le monde comme il le fantasmait, il est maintenant un symbole pour les activistes libertariens du monde entier.